Bonjour et bienvenue dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Je suis Florian, diététicien libéral et formateur pour l'Académie de nutrition et spécialisé en pathologie féminine. Et moi, c'est Garance, diététicienne nutritionniste, formatrice également pour l'Académie de nutrition et spécialisée en pathologie féminine également. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter un peu des tops et des flops pour le lancement libéral, de ce que nous on trouve très important et ce qu'on trouve aussi très peu intéressant. On va vous les partager. Ensuite, on aura nos deux rubriques, le SAV du diète où on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Et ensuite, on va terminer sur nos recommandations. Ce sera 2 livres pour aujourd'hui qu'on va vous présenter avec Garance. C'est parti. Le premier top ou flop qu'on va aborder, c'est Doctolib et les autres plateformes de prise de rendez-vous. Il y en a beaucoup, on est souvent sollicité en plus. Il y en a qui sont attractives pour plein de raisons, on va y venir. Garance, est-ce que tu peux déjà un peu nous expliquer, toi, ton parcours au niveau des plateformes de rendez-vous? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as testé des choses? Voilà, comment ça s'est passé? Oui, alors moi je pense que j'ai fait un petit peu comme beaucoup de diètes finalement. Je me suis posé la question de Doctolib, on va clairement en parler, et du rapport Doctolib prix de Doctolib. Parce que je pense que Oui. c'est quelque chose qui démotive beaucoup au début et on a peur d'investir quand on se lance, et on n'a pas trop d'idée de quel chiffre on va faire. Donc je me suis quand même dit, j'ai fait mon petit calcul et je me suis dit que avec Doctolib, il me fallait à peu près 2,5 consultations pour être à l'équilibre par rapport à Doctolib. Et il m'a semblé que grâce à cette plateforme, j'aurais au moins 2,5 consultations. Sachant que nous, on fonctionne sous base de suivi. Une première consultation amenée. Techniquement, si on gère bien, c'est censé être des suivis derrière. Donc c'est complètement rentable. Et ça l'a été. En réalité, je me suis vraiment fait connaître grâce à Doctolib au début en tout cas. Toi, comment ça s'est passé? Je trouve que c'est un très bon premier point d'entrée Ouais. dans tous les cas, Doctolib. Comme tu l'as dit, du fait qu'en étant direct, on voit nos patients entre 15 jours et 4 semaines en termes de récurrence. Un patient apporté par Doctolib ne t'apporte pas que le prix de la première consultation, mais aussi de la consultation de suivi, etc. Il faut vraiment le voir comme ça. Et parfois, c'est un peu compliqué d'avoir ce mindset-là. Et moi, ça fait écho un peu aux peurs que j'ai eues parce qu'effectivement, comme toi, j'ai commencé avec Doctolib et je suis toujours avec Doctolib. Ouais. Je n'ai pas du tout changé entre-temps ou quoi. On va quand même parler des autres plateformes après, pour moi, des points forts, points faibles que ça peut avoir. Ce qui est important, je pense, ça vaut pour Doctolib, ça vaut pour tout le reste, c'est non plus d'avoir un mindset de charge, de dépense, mais un état d'esprit d'investissement. Carrément. J'investis 140 euros chez Doctolib. Ma consulte, elle en fait 60 euros. J'ai 2 consultations et demie. J'ai eu mon retour sur investissement, surtout en étant auto-entrepreneur. Quand on est sur d'autres formats juridiques, par exemple, moi je suis à la déclaration contrôlée au réel aujourd'hui, on peut déduire les charges, donc c'est encore plus vrai parce que du fait d'avoir des dépenses, ça baisse ton bénéfice, donc tu as moins de charges de cotisation d'URSSAF, etc. Donc encore plus dans cette logique. Mais je pense que c'est vraiment important et j'insiste vraiment sur ça, de voir l'investissement et non la dépense, quoi. C'est vraiment voir combien ça te coûte, mais surtout combien ça te rapporte. Puis Je pense que c'est hyper important. c'est toi qui m'avais aidé à réfléchir comme ça, c'est-à-dire vraiment à conscientiser de combien j'ai besoin de consultations pour rentabiliser ça. Et ça m'a vachement aidé ce conseil parce que en réalité, une fois que tu fais ça, tu peux vraiment faire la part des choses entre ce que tu peux te permettre, ce qui est logique par rapport à où tu en es dans ton développement et ce qui est plus touchy et risqué. Exactement, et ça te permet aussi de voir l'après. C'est une fois que grâce à l'investissement Doctolib, tu as remboursé l'investissement Doctolib. Après, c'est du plus qui te permet d'autres investissements, qui te permet peut-être de faire quelque chose qui va te permettre de faire savoir que tu es présent, donc peut-être apporter d'autres patients. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. Il y a d'autres plateformes de rendez-vous. Il y a ClickRDV, il y a Maya, Maya. il y en a plein d'autres. Après, il va y avoir aussi, il y a Ma Diète en ligne, il va y avoir par Adivio, par Mon Suivi Diète aussi des plateformes. Il y a plein de choses. Alors pour moi, le vrai point fort de ces plateformes, c'est la tarification. C'est souvent beaucoup moins cher que Doctolib, donc forcément, c'est plus accessible. Est-ce que c'est autant visible? Je dirais plutôt non, de mon point de vue. Euh, donc le point fort de Doctolib, c'est le monopole, quoi, clairement, hein. C'est Pour moi, qu'ils ont créé un produit, une utilisation, qu'elle soit diète ou patient, qui est beaucoup trop forte. C'est j'ai besoin d'un rendez-vous, je vais voir sur Doctolib. C'est pas je vais voir sur les plateformes de réservation, c'est je vais voir sur Doctolib. C'est devenu un réflexe, quoi. C'est un nom commun, quoi, maintenant. Donc bon, pour moi, rien que pour ça,
Je pense même, je me mouille un peu, je pense que ce serait une erreur aujourd'hui de se lancer sans Doctolib. Sauf Euh, si, sauf si, à mon sens, on peut s'en passer et je m'en passerai à mon avis parce que je trouve ça vraiment quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais sauf si on a vraiment une visibilité et que l'apport de patient il est par autre chose que Doctolib. Les c'est autres ça. plateformes font trop bien leur job, les prises de rendez-vous sont carrées, etc. Je dirais que Doctolib c'est vraiment la visibilité. Et puis moi je communique beaucoup avec les médecins dessus parce que avec la messagerie C'est vrai qu'il y a Silo. cette fonctionnalité. Mm. Pour le côté RGPD, échange de dossier, j'écris beaucoup aux médecins, aux sages-femmes, aux kinés, on échange beaucoup sur Doctolib quand même, j'avoue. Ça C'est reste très vrai. pratique. C'est un autre point fort. L'autre point fort aussi, c'est la téléconsultation sur Doctolib. Alors c'est clair que c'est un coût, hein, on est encore toujours sur de la charge, etc. Mais le fait que la solution de paiement soit embarquée, etc., je trouve ça fort. Après, il y en a d'autres qui le font, hein, bien sûr. Mais tu vois, Garance, on en discutait, et le fait de relancer les patients parce qu'ils vous ont pas fait le virement, ben, c'est une tannée, c'est de la charge mentale. Il faut les relancer, ça en met Plus en ceux termes qui payent pas. d'expérience. Plus ceux qui payent pas, hein. C'est vrai que ça, et même si les frais bancaires et tout, c'est relou, on est bien d'accord, ceux qui payent pas, ben, c'est une perte sèche, quoi. Donc pour moi, voilà, si on parle des autres plateformes, ClickRDV, Maya, Livio, etc., pour moi, c'est le prix et l'accessibilité et le vrai intérêt de l'outil si on n'a pas besoin d'un apport à patientèle énorme. Doctolib, le point fort, c'est le monopole utilisateur, le réflexe utilisateur. Je pense qu'en plus, une fois que, en tant que diète, on a le réflexe Doctolib, je pense que c'est dur de passer outre. Moi, c'est vrai que j'aurais un peu la flemme presque de changer d'outil parce que de faire la transition chez tous les patients, etc., ça peut être un peu galère. Mais sinon, pour moi, oui, gros point fort pour Doctolib. Et de manière générale, pour les plateformes de réservation, je pense que c'est hyper important parce que ça donne aussi une certaine forme de crédibilité, je trouve, entre avoir un formulaire de contact ou une interface totale dédiée à la prise de rendez-vous. Je pense que c'est chouette, même de recevoir le SMS Bien qui te sûr. rappelle le rendez-vous, le mail. Je trouve que tout ça crée aussi un cadre de consultation de A à Z qui est important et qui est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis alignée. Donc Ok. bah, voilà, tout dépend. Après, je pense encore une fois, faut encore penser. Moi, tu vois, regarde pour les visios, j'ai mis un temps fou à prendre Doctolib Visio, mais en fait, quand j'ai compris Hmm. que je perdais du temps et qu'une heure de consultation, pour moi, c'est 70 €. Donc si je perds une heure à relancer les patients, à vérifier qui m'a fait les virements, à envoyer les liens, etc. En fait, bon, Hmm. sur une heure par semaine, c'est rentable. Perdante à l'arrivée, justement, en ne le faisant pas. C'est clair que voilà, c'est toujours voir comme ça. Après, nous aussi, on a un volume de patientèle qui nous permet beaucoup plus facilement aujourd'hui d'investir. Mais encore une fois, c'est investir pour aller à l'étape d'après, quoi. Faut vraiment le voir comme ça. Donc, conclusion, Doctolib, pour moi, je le vois comme un indispensable, pardon, pour débuter. Une fois bien installé, par contre, on peut s'en passer. Et si on a des autres apports de patients, je pense notamment sur toute la veine réseaux sociaux où on a une visibilité et non peut-être une autre porte, ça vaut plus le coup d'avoir Doctolib si on lance sur ça. Voilà pour ce premier top et flop. On est parti pour le deuxième point. On va parler des logiciels de consultation et des applications patients. Je vais commencer sur ce sujet parce que j'ai eu beaucoup de méthodes, on va dire. J'ai commencé avec un truc qui peut paraître archaïque maintenant, mais c'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas encore toutes ces plateformes aussi de pro, d'applications patients au tout début. En tout cas, en 2019, il n'y avait pas vraiment. Du coup, très simple. Document Word et mail. Je pense que toi, Garance, t'as jamais trop fonctionné comme ça, on est d'accord? Jamais. Jamais. Mais c'était vraiment, j'avais ma trame diète sur ma fiche Word et parfois, je retombe dessus parce que j'ai des patients qui reviennent me voir 5 ans après. Je vais sur le dossier patient de mes tout premiers patients. C'est une fiche Word avec écrit non patient, toutes les questions à poser, toute l'anamnèse. Bon, quand tu vois ça, c'est vrai que ça donne un coup de vieux, encore une fois. Donc ça, c'était un peu mon étape 1. Étape 2, j'ai travaillé toujours avec cette forme de document mail, mais j'ai rajouté l'application Mon Suivi Diète. À l'époque, il n'y avait pas l'espace pro. C'était vraiment, en tout cas, la partie notes, il y avait juste l'expérience patient. Les patients avaient le suivi par l'application. Et nous, on voyait les journaux, il y avait les journaux. Bonne question. Il y avait la messagerie aussi qui était présente. Donc, c'était pas encore aussi fort en termes de logiciel professionnel. Troisième étape, j'ai utilisé toujours mon suivi diète pour la partie patientèle, application patient, et j'ai rajouté le logiciel Nutrium. Toi, Garance, t'as jamais utilisé ça non plus? Je sais même pas ce que Non? c'est.
Bah, en fait, c'est vraiment toute la partie, professionnelle où tu as, ton dossier patient avec, tu peux faire des plans alimentaires, tu peux faire et à la fin, ils avaient apporté le côté suivi aussi justement. OK. Donc voilà, tu pouvais faire tes recommandations, tes plans alimentaires, tu avais tout. Tu pouvais envoyer aussi des questionnaires pré-consultation. Là, c'est la première fois où j'ai mis en place cet outil, qui pour moi aujourd'hui est indispensable aussi pour le coup, c'est grâce à Nutrium. Et ce qui était bien, c'est qu'en gros, avec Nutrium, tu avais le questionnaire effectivement que les patients recevaient, mais ça pré-remplissait de suite ta trame à toi de consultation. Ça, c'est vrai Ah que c'était ouais, chouette. le gain de temps Parce de que du fou. coup, Mmh. voilà, c'est ça. C'était chouette parce que tout était lié. Et maintenant, du coup, je dirais depuis peut-être 3 ans, je pense, maintenant peut-être. Ouais, il y a moyen que ce soit ça. 2, 3 ans. J'utilise Alivio qui fait le tout en un pour moi de la partie patient avec l'application et le lien que ça fait. Nous, de notre côté, tout le dossier, les trames de consultation, les documents, la facturation. Enfin voilà, pour moi, c'est un tout en un, tout comme les Mon Suivi Diète aujourd'hui. Hein, c'est des tout en un qui fonctionnent très bien, qui sont modernes, et qui ont un coût aussi, je trouve, qui est très très acceptable pour l'utilisation qu'on en a. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Mmh. Garance, de tout ça? Oui, de toute façon, il me semble que c'est un petit peu les 2 gros sur le marché français. Mon Suivi Diète et Hmm, Alivio, en réalité, souvent, on a l'hésitation entre les 2. Alors, mes c'est excuses ça. pour, les autres que je cite pas, mais que je connais pas du coup. C'est Mais possible. Il y a ma diète en ligne aussi, je crois, qui fait ah ouais, maintenant un espace, il me semble, mais je connais moins. C'est vrai que moi, je suis vraiment passé sur Mon Suivi Diète et Alivio principalement. bah, moi directement encore sur tes recos, enfin on y reviendra, mais quand je me suis installée, c'est toi qui m'as pas mal drivé comme tu étais déjà installée avant. Hmm, Donc j'ai pris directement Alivio et voilà, comme tu dis, le côté journal alimentaire, questionnaire de préconsultation, documents partagés, facturation. Enfin, à mon sens, il y a tout et pour le prix, on est bien. Sachant qu'après, ils ont, bah, comme on suivi diète aussi, hein, il y a des webinaires possibles. On en anime nous dessus, mais au-delà de ça, on ouais, en a aussi suivi. Donc, il y a tout à vraiment toute fait. cette partie-là qui est ultra sympa finalement. Ouais, exactement. Nous, pour la petite histoire, on fait des cas patients pour Alivio. Là où on va reprendre à la rentrée, on a plusieurs de prévus, donc voilà. Mais c'est vrai qu'Alivio, très très chouette, Mon Suivi est très très chouette. C'est un peu les principaux pour aujourd'hui. En tout cas, pour conclure sur ce point, je trouve que c'est très très important, je pense, aujourd'hui à utiliser. Alors, on peut évidemment faire différemment. On n'est pas obligé de faire comme la masse tout le temps, je suis d'accord avec ça. Mais disons qu'aujourd'hui, dans la prise en charge diététique, il y a une certaine forme de standard qui est quand même assez haut aujourd'hui. Je Mm, trouve que mm. c'est le standard d'avoir de la visio, c'est le standard d'avoir une application pour les patients, c'est le standard d'avoir des documents très chiadés, etc. Là où avant, quand il n'y avait pas de Canva et qu'il n'y avait pas Alivio, ben c'était beaucoup plus simplissime, quoi, hein, le suivi de diète avec des documents papier, etc. Mm, Mais mm. je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un investissement là par contre où il n'y a pas photo, quoi. Il faut le faire cet investissement, il vaut le coup, même en termes de gain de temps. Une fois que tu as importé tous tes documents sur Alivio, que tu as que tu as créé tous tes plans alimentaires de référence avec un peu des modèles, que tu as toutes tes trames de fête, que ta facturation est prête. Après, dans le Ça déroule. quotidien, ça déroule. Quand tu as 10 patients dans ta journée et que ça doit dérouler justement, ben, il faut que tu sois bien équipé et solide, quoi. Et Donc puis, voilà pour ça. Non. pardon, Florian, je t'ai coupé, mais ça justifie aussi de monter les prix de consultation. C'est-à-dire Tout que à fait. là où tu as ta consultation et tu as du coup ton suivi patient, les patients, ils ont une application qui est gratuite pour eux, où ils peuvent communiquer avec toi, ils peuvent t'envoyer des messages, ils peuvent te montrer ce qu'ils mangent, leurs symptômes, leurs émotions. En fait, pour eux, c'est juste super. Nous, on le paye, Mm. eux, ils payent pas. Ça justifie aussi, bah, du coup, le prix de nos consultations en termes de qualité. Bien sûr, et ça nous fait gagner du temps. Si on recherche un peu l'efficacité dans le parcours de soins, c'est vrai qu'un premier rendez-vous de suivi, par exemple, avec un patient qui a rempli religieusement ces 4 semaines, ces 3, 4 semaines qui viennent de passer, ou avec un patient qui a rien fait, rien rempli, je dis bien au niveau de l'application, hein, pas rien fait de manière générale, c'est pas du tout le même rendez-vous de suivi. Moi, je sais que je prends toujours un temps pour préparer les rendez-vous de suivi. Je sais pas si tu fais pareil, Garance. Mais Toujours. dans ce temps, je regarde les carnets, je vois ce qu'ils ont fait aussi, parce que parfois ils racontent un peu leur vie et c'est du small talk. On est ok, c'est pas l'essentiel du suivi, mais de dire bon, mais comment s'est passé le mariage de votre cousine il y a 2 semaines, c'était chouette, bon super, ouais très bien. Bah écoutez, je l'ai mal vécu parce qu'au final il y avait de l'alcool et de la bouffe à tous les niveaux, j'ai pas su gérer, je me suis retrouvé mal le lendemain.
voilà, ça peut être un sujet de vie quotidien, diète aussi qui peut aller. Donc, c'est vrai que pour moi, en termes d'expérience patient, c'est hyper intéressant et ça nous fait gagner du temps en termes d'efficacité de soins. Même si on parle de troubles du comportement alimentaire, etc., d'avoir un patient qui note de 1 à 5 sa faim, sa satiété, qui réfléchit au fait qu'il n'ait aucun appétit. Pourquoi? Parce qu'il est stressé par son poids en ce moment. Bref, c'est que des bons points, quoi. Puis pour tout, pour les côtés intolérance, moi je repense à une patiente là, en fait on Ouais. s'est rendu compte qu'elle ballonnait et qu'elle avait des troubles digestifs. À chaque fois, avant dans son carnet, il y avait des aliments qui contenaient du lactose. Eh Donc ouais. en fait, enfin, tu vois, ça permet de faire gagner du temps. Et comme tu dis, autant c'est bon pour nous, et autant j'ai plein de patients qui me disent, ben justement, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai conscientisé que. Donc pour eux aussi, alors pas pour tous, il y en a qui me disent clairement, ça m'a saoulé de le faire. Donc je dis, ok, Oui, on le oui. fait pas plus longtemps. Mais par contre, il y en a à qui ça plaît énormément de le faire. Ils se rendent compte de beaucoup de choses. Là, si demain vous devez réfléchir à, vous avez mangé quoi il y a 4 jours, moi je me rappelle pas. Tu vois, donc ça Hmm. permet vraiment de conscientiser. Ouais, totalement. Et puis ça les responsabilise aussi d'une certaine manière. C'est vrai que nous, en tant que diète, on a beaucoup tendance, surtout au début, à beaucoup porter la responsabilité de nos patients. C'est presque un peu douter de nous-mêmes s'ils n'ont pas réussi à faire les choses. Non, c'est eux qui ont leur responsabilité de leur santé, de leur hygiène de vie. Nous, on leur donne des outils. Donc voilà, pour conclure sur cette partie-là, application et logiciels de consultation, etc., type Alivio, Mon Suivi Diète, must have à mon sens. Il faut l'avoir, c'est trop bien. En termes d'expérience patiente, en termes d'expérience diététicien, c'est trop bien, il faut y aller, quoi. Il faut pas hésiter. Yes, Allez, parfait. On passe au numéro 3. let's go. Numéro 3, et pas des moindres, on parle d'Instagram. Je vais commencer par une question un peu provoque. Est-ce que, Garance, toi, tu penses que on remplit un cabinet, une patientèle avec Instagram? Qu'est-ce que tu me dirais? Franchement, je te dirais comme ça du premier abord, non. Et en même temps, ça peut. Enfin, tu vois, toujours nuancé, hein, tu me connais maintenant. Mais de base, on peut pas penser en se mettant sur Instagram que très rapidement, on va remplir le cabinet avec. Par contre, il y en a qui arrivent. C'est ceux qu'on voit souvent. Ouais. Et c'est là où on va en discuter, mais il faut le faire de manière intelligente. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, toi. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être un apport de patient, clairement. Surtout que plus on a de visibilité, il y a savoir qu'on est là, ce qu'on propose, et il y a faire savoir qu'on est là et ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rayonne, quoi. Donc pour rayonner, c'est un super point, c'est une super vitrine. Je pense que l'erreur, et pourquoi ce serait un flop à mon sens, c'est de mettre toutes ces billes là-dedans. Ouais. De passer un temps fou au début à créer du réseau, du contenu pardon pour les réseaux, mettre toutes ces billes là-dedans, je pense que ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, c'est clair que c'est un levier qui est hyper intéressant. Quand tu commences à avoir 3, 4, 5 000 personnes qui te suivent, qui savent quitter, et sur ces 3, 4, 5 000 personnes, dis-toi que ces personnes ont 2, 3 proches à qui elles peuvent parler de toi s'ils entendent parler de diète, etc. Donc ça peut vite rayonner, c'est ce qu'on appelle l'influence, hein, pour le coup. Donc je pense que ça peut être important. Ça peut, si on a déjà une très bonne visibilité, on en a vu des diètes qui, pour X ou Y raison, soit sur du contenu diète ou autre, se retrouvent avec une énorme communauté. À partir du moment où elles lancent leur cabinet, bah, ça décolle beaucoup plus tôt. Ça crée un accélérateur, ça c'est clair. Et je pense que c'est un must-have pour les personnes qui sont 100% en visio, par contre. Là où Carrément. quand on est en cabinet, on a une présence locale. Quand on est en visio, on peut avoir une présence nationale, voire outre-mer, Canada, francophone, etc. On peut même aller plus loin. Moi, je sais que j'ai des patients que j'ai reçus au cabinet à Toulouse et que j'ai suivis quand ils sont allés vivre au Canada, etc. Chose qui n'aurait pas été faisable si s'il n'y avait pas la visio. Donc voilà, moi je pense que pour les dettes qui veulent faire uniquement de la visio, ça me semble indispensable. Qu'est-ce que tu en penses, Garance, sur ce point-là? Sur voilà, si tu passes à 100% visio, je prends l'exemple pas par hasard, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, j'ai clairement pris une community manager, tu vois. En fait, Mm. je suis complètement d'accord avec toi. Si tu fais de la visio, Instagram me paraît très 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 important, ou en tout cas les réseaux de manière générale. Donc moi, c'est pour ça que là, enfin, j'ai décidé de prendre une community manager parce que j'ai de moins en moins le temps de m'en occuper, et puis, enfin, chacun son métier aussi. Oui. En réalité, donc là, je suis en train donc
Bon, je pourrais vous communiquer sur ça un peu plus tard, mais à mon sens, ça va être indispensable. Là, en septembre, je passe en full visio, même si j'ai déjà ma niche et j'ai déjà du coup les personnes qui m'envoient du monde. Il faut toujours continuer à prospecter. Ça, c'est un truc dont on parlera, Ouais. et Instagram, ça permet. Puis tu vois, je vais aussi ajouter quelque chose. Pour moi, Instagram, il y a des patients qui me contactent via ce réseau, mais au-delà de ça, c'est surtout le moyen en fait de faire rappeler qu'on est là aux autres professionnels de santé qui peuvent nous adresser du monde. C'est-à-dire que Mm. moi, je pense que via les réseaux, j'ai eu plus de patients qui sont venus me consulter parce que leur médecin ou leur kiné ou leur ostéo leur ont parlé de moi, parce qu'ils me suivent sur Instagram et que, comme je mets des stories, comme en fait on est là, bah, ils pensent à toi en fait. C'est-à-dire que des fois, ça nous arrive tous, on se dit ah purée, mais il y avait cette personne à qui je pouvais adresser, puis on l'a pas fait parce qu'on a oublié, on est dans notre truc. Et en fait, les gens ils t'oublient, même s'ils sont super motivés à te recommander. Mais en fait, s'ils te voient et qu'ils ont l'habitude de voir ta tête, ils vont se rappeler de toi beaucoup plus facilement. Je sais pas si ça te l'a déjà fait toi aussi. Oui, bien sûr. Et je rajouterai quelque chose qui fait écho au premier point qu'on a discuté avec Doctolib. Euh, une fois le lancement de ton cabinet fait, Doctolib, c'est plus ton apport principal en patient. Mm. C'est-à-dire qu'au début, ça t'apporte des patients, mais après, ça peut plus être, en tout cas, moi, dans mon cas, ça l'est plus depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres outils et c'est des outils de visibilité, et dont un que je garde un peu sous le coude parce que c'est le dernier point qu'on va discuter et pour moi, c'est le top 1 des trucs à mettre en place quand on est diète en libéral. Mais pour dire, je suis les stats de comment mes patients me connaissent. Dans chaque questionnaire pré-consultation, je leur demande d'où ils m'ont connu, Doctolib, bouche à oreille, un autre point, le dernier qu'on va discuter, etc. Et je dirais que Doctolib, c'est un patient sur 10 peut-être maintenant. Ouais, même pas moi, franchement. Ouais, donc tu vois, ça reste marginal. Donc c'est pour ça, l'apport en patient sur Doctolib, c'est très très intéressant au début, mais après, ça peut se tarir un petit peu. Mm, mm, Ok, donc bon, je pense qu'on est assez clair sur Instagram. C'est un top pour la visio, c'est un top pour se faire connaître des autres professionnels et peut-être des patients qui peuvent ne pas nous connaître, justement. Juste attention à ne pas se brûler les ailes, à mettre toutes nos billes dans ça et se dire, bon, ben là, je vais faire 7 posts par semaine, c'est sûr, dans 3 mois, j'ai 5000 abonnés, du coup, dans 3 mois, avec 5000 abonnés, je vais remplir mon cabinet. Je ouais, pense que non. c'est ça auquel il faut faire attention et où je pense on peut vite avoir une désillusion si on pense comme ça. Et surtout, créer du contenu, c'est un bordel en termes de temps passé. Vous prenez 1 heure à écrire une vidéo de 3 minutes, vous passez 2 heures à la monter, enfin, ça prend un temps de dingue, quoi. Donc ce temps, pensez aussi à le mettre en place pour prospecter les professionnels autour de vous, etc. C'est vraiment réfléchir au temps passé, ce qui est le plus intéressant en fonction de votre situation, bien sûr. Et en structure. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à faire du contenu de ouf sur Instagram avec des trucs ultra précis, ultra chouettes. Si c'est pas ce qui fonctionne, ça va juste être de la perte de temps et d'énergie, ce qui dégoûte. Et après, on Mm. fait plus rien. Donc, c'est aussi analyser comment Instagram fonctionne avant, voir ce qui marche pas. Et aller dans ce sens-là. Si on le fait bêtement en disant juste je vais faire des posts comme ça, il y a carousel ou des vidéos et c'est pas du tout adapté au format et à ce qui marche, bah, à part s'épuiser, même si c'est de super qualité, enfin, des fois, il y a des Mm. vidéos de 10 secondes où c'est n'importe quoi qui fonctionnent beaucoup plus que des vidéos Bien sûr. de 45 secondes où on dit des trucs super intelligents. Donc, Surtout que, bon, on digresse un petit peu, mais euh, Instagram aujourd'hui n'est plus le contenu autant informationnel qu'avant. Avant, c'était l'expert qui donnait vraiment ses 2 minutes d'information, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus du storytelling, c'est beaucoup plus des médias incarnés par des personnes. C'est tu vas suivre cette personne, pas forcément ce qu'elle dit, qu'elle dise A ou B. mm, mm. Vu que ça vient de cette personne, tu vas y croire. Il y a de la personnalité beaucoup plus dans Instagram maintenant. C'est la personne que tu suis, c'est beaucoup moins son contenu. Donc oui, je suis d'accord avec toi. On est parti pour le quatrième point, qui pour moi est le plus gros flop de la liste qu'on a aujourd'hui. Je pense que Garance, tu es un peu d'accord avec moi sur celui-ci. Ah bah là, pour une fois, je vais pas nuancer. Je suis complètement d'accord Ouais, avec toi. on est d'accord. Pour moi, ce flop, c'est de faire des consultations au rabais, voire gratuites. Je pense que c'est une erreur monumentale et l'erreur, elle vient de la pensée qui va avec, c'est de penser que plus on met des tarifs bas et accessibles, plus on va attirer du monde. Moi, je pense que ça enlève tout le côté. Déjà, ça, c'est une question de valeur du travail, quoi. Ça donne pas, pour les patients, par exemple, pour commencer, ça donne très peu de valeur au travail fourni, au temps passé. Ça risque de rompre un peu le cadre pro aussi, parce que si vous faites des choses gratuites ou au rabais, ben, le message le dimanche, il va être beaucoup plus facile pour le patient parce que ça montre un certain manque peut-être
de sérieux, alors le mot est dur, mais de posture à minima, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui donne très peu de valeur. Et même là, réfléchissez plus loin que votre cabinet, réfléchissez à la profession. Ça vous dessert de faire des tarifs trop bas, ça dessert les diètes autour de vous, quoi. Mais Et carrément, en termes de revalorisation de nos métiers, déjà que c'est un sujet, bon, on va pas se lancer dans ça parce que sinon ça va durer 1 heure et demie cet épisode, minimum. mais je pense que c'est une erreur. Et pour moi, ça, avec Garance, on en discute tout le temps de comment fixer nos prix, autant pour les formations qu'on crée, autant pour des devis à droite à gauche que pour nos consultations. C'est un sujet à plein de niveaux. De ce fait, ce que vous perdez en faisant ça, c'est l'effet premium. Si vous passez devant un coiffeur et que le coiffeur il fait des coupes à 5 euros, est-ce que vous allez lui faire confiance de prime abord? Vous allez vous dire quoi? Si il fait à 5 euros alors une coupe femme, on va dire pour le montant des tarifs par rapport aux coupes mec, si à côté il y a une coupe à 50 euros versus une coupe à 10 euros, je pense que en tant que femme, est-ce que toi t'irais, Garance? Même moi en tant que mec, j'irais pas. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi. Exactement, complètement. En fait, ça discrédite ta qualité et par ailleurs derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les personnes, le fait de payer une consultation, c'est aussi de la motivation. C'est-à-dire, Exactement, ça engage, c'est un engagement. ça engage. Demain, c'est comme on dit avec la famille ou autre, tu suis quelqu'un de ta famille, bon déjà, bon c'est un autre sujet, mais qui va pas te payer ou peu importe quelqu'un à qui tu vas faire une consultation gratuite, ça ne l'engage pas. Ça ne l'engage Mm. pas, il y aura pas la même motivation. Bien que la motivation ne soit pas faite que par l'argent, bien sûr, on en reparlera. Mais mine de rien, le fait de payer quelque chose, ça engage. Ça, c'est clairement d'accord avec toi. Oui, et puis là, par exemple, pour fixer ces tarifs, alors on fera un épisode dédié à ça, Ouais. mais l'erreur qu'on fait tous, c'est de penser que on facture un temps. Non, on facture pas un temps passé avec la personne, on facture une expérience. On a fait X années d'études, X années de diplôme, X années de formation. Très bien, ça se valorise. Il y a le temps avant. Combien de temps j'ai mis à créer mon dossier patient, envoyer le questionnaire pré-consultation, à le lire, à préparer le cabinet pour, etc. Puis après, faire les documents, relancer, etc. Il faut surtout pas penser que c'est le temps passé qu'on facture. Et ça va être un frein pour beaucoup. Beaucoup vont se dire, ouais, bah, écoutez, là, je passe 1 heure. 1 heure, c'est compliqué de faire payer tant. Ou à l'inverse, je fais passer une demi-heure pour un suivi. Je me vois pas facturer 60 euros un suivi d'une demi-heure. Pourquoi? Ça, c'est des peurs, c'est de l'illégitimité, c'est de l'imposture. Tout ça, ça se discute et ça se traite. Mm, Ok? mm. Donc Ouais. pour moi, gros flop, pour conclure sur ce point, surtout ne faites pas ça. Au contraire, maximisez plutôt l'effet premium. C'est à mon sens beaucoup plus efficace. Ça amène aussi une certaine notion de confiance. Le fait que des tarifs sont plus hauts que la moyenne, c'est pas forcément un frein. Et puis, si vos tarifs sont 20% plus hauts que en tout cas un tarif B que vous avez fixé par rapport à un tarif A, par exemple, si vous passez de 50 à 60 euros, 50 à 60 euros, c'est un certain pourcentage en plus. Ça vous permet aussi de faire des consultations en moins. Tout Ouais, simplement. Si vous faites carrément. 5 consultes à 50 euros, ça vous fait 250 euros de chiffre d'affaires. Si vous en faites 5 à 60, ça vous fait 300 euros de chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça vous fait toutes les 5 consultations, vous avez une consultation bonus qui vous est payée. Et ça, c'est vraiment, en termes de temps passé au cabinet, etc., c'est un vrai sujet. Mm, mm. Et Donc, puis en en termes bref, de non. tarification vers le temps, c'est ce qu'on disait aussi, c'est ce pourquoi on est passé à un tarif, tous les deux d'ailleurs, hein, on est passé à un tarif unique malgré le fait que Oui. nos premières consultations, elles durent à peu près, enfin moi en tout cas, pour moi elles durent 1 heure, et mes consultations de suivi, elles durent 40 minutes. Et pourtant, je fais tout payer au même prix. Ça m'a pris du temps, hein, parce que là on vous en parle comme ça, mais moi le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore pour certaines Je choses. l'ai, je l'ai poussé beaucoup, Garance, hein, pour augmenter ses prix parce que pour moi, en Ouais, plus, elle est en région parisienne, donc c'est d'autant plus un sujet. Pour moi, Garance, par rapport à sa formation, sa posture, le travail que je sais qu'elle fait en consultation et à côté, pour moi, il fallait qu'elle augmente de 30% ses tarifs, quoi. Entre le moment où elle a fixé ses tarifs de rendez-vous et après. Et on a tous un peu tendance à se sous-estimer, ça crée des peurs. Je me souviens de Garance qui augmente ses tarifs et qui a peur parce qu'il y a des annulations la semaine d'après. Causalité, conséquences, etc. On sait que c'est pas forcément des choses qui sont réelles. En tout cas, on fera un épisode vraiment axé sur ça ouais, uniquement parce qu'il y a beaucoup à dire sur les peurs, sur fixer ses tarifs. Ça va être justement le sujet des 2 prochains épisodes, dans 2, 3 prochains épisodes à peu près, hein, on verra l'ordre. Mais c'est des sujets que nous, on s'est mis vraiment à aborder et il y a beaucoup, beaucoup à dire.
En bref, pour conclure, les consultations gratuites ou rabais, ça va vous apporter que des inconforts, soit financiers, soit en termes de crédibilité, soit sur le temps passé, etc. Vous n'allez pas vous y retrouver et le but, c'est de vivre de son métier. Ça me fait une très bonne transition avec le quatrième point. On est au quatrième, au cinquième point. On est Cinquième parti pour le point. cinquième Ah point. oui. On est parti sur le cinquième point. Gros top pour moi. On en parlait justement avec Garance juste avant, en préparant le rendez-vous, pas du tout, hein, des formations professionnelles. L'épisode d'aujourd'hui, on parlait d'argent. Alors l'argent, ça peut être un peu vite tabou. En plus, en France, c'est un vrai sujet. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas juste diététicien quand on est en libéral, on est aussi entrepreneur. On est aussi community manager, on est comptable, on est RH parce que c'est Secrétaire. nous qui posons nos congés, on est secrétaire. En bref, on ne fait pas que diète. Et c'est d'ailleurs un point qui est important. Pour moi, il y a des personnes qui sont de très bons diététiciens, mais de très mauvais entrepreneurs. Et c'est pour ça que parfois, leur cabinet, ils n'arrivent pas à les faire évoluer aussi. C'est le sujet de ce podcast. Entre diète, c'est pour ça. Entre diète, entrepreneur, diététicien, quoi. C'est vraiment ça, cette casquette-là qu'on veut aussi, via nos épisodes, vous aider à développer. Du coup, je reviens sur le sujet de ce cinquième point, c'est de budgétiser en pro, mais aussi en perso. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait un exercice. Si je vous pose la question de combien vous coûte votre cabinet de A à Z et combien vous avez besoin au minimum pour vivre dans votre vie perso et que vous ne me savez pas me répondre, là, je compte sur vous. Vous Ça va prenez pas. 2 heures et vous budgétisez. Ça va pas du tout. Là, il faut faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas se projeter sur combien de consultations on doit faire par mois si on ne sait pas combien on doit faire pour rentabiliser nos charges, pour couvrir nos charges, combien on doit faire pour payer l'URSSAF, combien on doit faire pour se dégager un certain salaire qui va être raboté par les impôts avec un certain reste à charge, un reste à vivre du coup derrière qui va vous permettre de payer votre loyer de votre appart, de payer votre mutuelle et les courses, etc. Donc pour moi, il y a là, c'est pas vraiment un top ou flop où on se pose la question, c'est clairement un top. C'est presque plus un exercice que vous devez faire. C'est vous poser devant un Excel pour budgétiser et tenir à jour sa compta. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Garance, toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises? Moi, je le fais maintenant parce que j'ai eu des déconvenues. C'est que je ne l'ai Ouais. pas fait assez et je me suis retrouvé avec des trucs d'URSSAF, d'impayés, de majoration, etc. Parce qu'en fait, on l'anticipe pas. Puis la régule de la fin d'année, elle fait mal. Et applique. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'as vécu, toi, tout ça? Oui, carrément, bah, tout de suite, hein, je me suis mise à faire un tableau, même et en différenciant pro et perso, bien évidemment, en mettant toutes les charges. Et comme on disait tout à l'heure vis-à-vis de Doctolib, de combien de patients j'ai besoin par mois déjà pour être OK avec mes charges. Et puis ensuite, bah, est-ce que je peux me permettre d'investir dans de nouvelles charges pour grossir. Si je vois que je suis vraiment ric-rac en termes de patientèle et en termes de charges, je ne vais pas, par exemple, eh bien, prendre une community manager. Ça sera pas forcément le moment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une analyse et de pouvoir voir dans quoi j'investis ou non, quel est le moment et quelles sont mes priorités. Donc, je suis à 100% d'accord avec toi. À mon avis, c'est la base et on en a besoin. Ouais, tout à fait. On en a besoin et ça permet de faire des choix. Je prends un exemple concret. Moi, sur les 4 derniers mois, justement, je me suis inscrit à une formation qu'on fait en novembre. Donc, je l'ai payé en 3 fois pour étaler. Ben, j'ai pris la décision de le payer en 3 fois pour l'étaler parce que si je l'avais payé en une fois, ben, mon salaire de fin de mois était peut-être pas adapté à ce que j'avais besoin, par exemple. Ou un achat de matériel. Là, j'ai acheté une caméra. Je l'ai payé ce mois-ci. Ben, il fallait bien que je réfléchisse si, à la fin, malgré cet achat qui m'était utile, est-ce que je pouvais me le permettre pour avoir un reste à vivre suffisant. Donc là, sur ça, il y a plein de choses. Vous pouvez faire un bon vue Excel très simple. Vous allez avoir aussi des templates sur Notion, des choses comme ça. Il y a Indy qui existe, qui est chouette. C'est un logiciel comptable. Il y a une version gratuite où déjà au moins ça vous permet de lier votre compte bancaire professionnel et de vraiment avoir votre volume de dépenses, etc. Il y a plein de choses et après prenez un comptable. Hein. On parlait d'investissement. Moi, le meilleur investissement que j'ai fait cette année pour être tranquille dans ma tête et de baisser la charge mentale, c'est de prendre un comptable. Clairement. C'est un Après ça, investissement, chacun son métier. ouais, Flo, surtout toi, parce qu'on n'est pas nous au même, Oui, on n'est pas au même statut. C'est-à-dire que c'est surtout ça. pour un comptable, si vous êtes comme Florian en entreprise. Ouais, exactement. Quand vous êtes en déclaration contrôlée ou en tout cas quand vous sortez de l'auto-entreprise, une micro BNC, je pense que ça peut se tenir effectivement Mm, d'autant mm. plus. Moi, Donc en pour bref, l'instant, pas forcément, tu vois. Mais du moment où je vais switcher, parce que pour l'instant, j'ai trop peu de charges pour ça. Enfin, on en reparlera, mais oui.
Voilà. Oui, là, toi, c'est le choix du statut. Surtout que maintenant, passant pardon, à 100% visio, tu t'enlèves les charges de cabinet, etc. Donc forcément, de changer de statut, de sortir de l'auto-entreprise, c'est intéressant à partir d'un certain montant de charges, effectivement. Mm, mm. Donc voilà pour ce top qui est de faire attention à vos sous, budgétisez bien, Surtout. mettez le nez dedans. Je sais que ça fait plaisir à personne. Mettez le nez dedans parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte combien on a besoin par mois pour vivre parce que, en plus, le monde aujourd'hui est fait de microtransactions. C'est l'abonnement Spotify à 7 euros. Puis j'ai mon téléphone avec Apple Pay, donc je vais payer 7 euros au Starbucks, je vais même pas m'en rendre compte, quoi. Donc on est fait de facilités de paiement de A à Z qui font qu'en fait, pour gérer notre argent, on est beaucoup moins conscient que quand il faut sortir un billet de 10 euros pour un Starbucks, ça fait beaucoup plus chier que quand on doit juste passer le téléphone dans son contact, quoi. En Car- bref. Bon, là, on est sur un autre sujet, on n'est pas sur de la diète, on est sur la gestion d'argent, mais c'est hyper intéressant, hyper important d'en parler et je pense que ça peut faire écho à beaucoup. Surtout que avec le libéral, mine de rien, au début notamment, il y a de la précarité qui va avec. On sort pas un SMIC en un an, quoi. Ça met du temps. Donc après, il y en a qui le font, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je pense, en tout cas de ce que je vois, de ce que je pense, il y en a plus qui ont du mal à se sortir des salaires décents sur la première année, voire certains qui arrêtent pour ce motif. Donc la gestion de l'argent est d'autant plus intéressante. Et Bon, voilà percevoir pour ce les charges. cinquième point. Mm, mm. Et pardon, répète, Garance. Non, j'allais dire pardon et percevoir les charges. Moi, c'est en faisant mon tableau, je me suis rendu Tout à fait. compte, ah oui, purée, le site internet, je vais le lisser à l'année. Ah oui, c'est vrai, l'assurance du cabinet. Ah oui, ok, le logiciel Mm. on-off pour téléphoner. Tu vois, vraiment tous les trucs où moi, je m'étais dit, oui, j'ai Doctolib, le loyer du cab et Alivio. Non, non, il y a Bah, beaucoup de choses. c'est l'exercice qu'on avait fait au tout début quand tu te posais des questions de passer à 100% au libéral. Ouais, Combien de consultes tu as besoin pour bien vivre? Garance, au début, elle était en mix libéral plus salariat et elle a fait petit à petit baisser son salariat du coup, mais la question s'est très posée, petit à justement. petit. Très petit à petit, trop petit à petit. Elle a fait baisser petit à petit pour, en ayant conscience de ce qu'elle avait besoin pour vivre, pour le faire intelligemment, justement. Donc voilà pour ce cinquième point et on va passer au dernier. Bon, et puis le dernier point, je sais que pour toi, Florian, c'est le top du top, c'est même le meilleur. À mon sens, c'est une des choses les plus importantes qu'on doit faire au début, si ce n'est la chose la plus importante qu'on doit faire au début. Même si tous mes patients ne viennent pas par ce biais-là, ça reste quand même un élément très important. Je te laisse présenter, alors, qu'est-ce que c'est? Parfait, j'aurais pas dit mieux. On parle d'une page, d'une fiche Google My Business. C'est tout simplement le référencement local de Google, où les patients peuvent vous laisser des avis, où vous allez avoir à la fois un référencement haut, parce que Google, bon, tout le monde l'utilise. Il y a Google Maps, bien que Google Maps a changé sur cette année, donc est moins intéressant. Mais du coup, moi, je sais que mon levier principal aujourd'hui, ce sont les avis patients. Je ne sais pas comment vous procédez, Garance, tu vas nous dire, mais quand vous allez chez un ostéo, chez une psy, chez un garagiste, vous allez regarder quoi? Les Les avis. Et avis. pour moi, c'est le premier truc à faire, c'est d'aller chercher vos patients, d'aller leur demander, surtout ceux avec qui ça se passe bien idéalement. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit avis sur Google? C'est une grande aide pour moi, mais encore plus pour les patients qui vont être amenés à chercher un diététicien dans les jours à venir, etc., etc. Vous le tournez bien, mais c'est hyper important et je sais que moi, c'est ce qui m'a fait me démarquer à 100% et c'est aujourd'hui le meilleur apport patient que j'ai. Et pour tout vous dire, mon cabinet est plein. Et en 6 ans, et c'est une erreur, là c'est mon gros flop à moi, en 6 ans, je n'ai pas envoyé un courrier, une carte de visite à un professionnel autour de moi. Je n'ai jamais, jamais, jamais démarché quelqu'un en dehors de Google et de Doctolib. C'est-à-dire que j'ai 2 apports patients, 3 apports patients, le bouche à oreille, Doctolib et Google, avec les avis. C'est tout. Je n'ai rien fait d'autre et mon cabinet est plein. Alors ça a pris du temps, on est d'accord. Mais mon cabinet est plein exclusivement grâce à ces 3 leviers. Même sur Instagram, moi j'ai pas une communauté de dingue, je suis un peu à moins de 2000 abonnés. C'est pas mon apport patient incroyable. En plus, je suis pas du tout actif. Là où Garance elle est active, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte d'ailleurs, hein, c'est l'implication de ses abonnés. On peut avoir 2000 abonnés et avoir beaucoup plus d'apports de patients que 10 000 abonnés, être inactif et avoir Ouais, zéro patient engagé, hein. Ça veut rien dire, hein. Mais carrément. entre un faible nombre d'abonnés et une inactivité, c'est clairement pas un apport patient pour moi. Donc pour moi, s'il y a un truc à faire,
Créer votre page Google, ça permet d'avoir une résonance à l'échelle du quartier, de la ville, du village dans lequel vous vous trouvez. Et les avis, le fait de mettre de la transparence. Parce que quand vous allez quelque part, vous ne savez pas ce qui s'y passe. C'est hyper opaque un cabinet. On ne sait pas qui on trouve, on ne sait pas la personnalité de la personne, on ne sait pas ses qualifications et on ne sait même pas si elle est sympa ou si c'est une porte de prison. Donc clairement, on n'en sait rien et les avis, c'est votre meilleur levier de transparence pour donner envie aux patients de venir travailler avec vous, clairement. Moi, je le vois Et tu as, comme t'as le combien, top numéro un. t'as combien d'avis, Florian, pour nous dire un petit peu? Tu sais ou pas? Je sais pas, Environ. je suis autour des Moi, 140, je pense. ouais, je crois que t'en as plus de 100, hein, il me semble. Ça, c'est sûr. Oui, oui, ouais, Ouais. Tu vois, oui, donc oui, voilà, c'est ça pas c'est non sûr. plus 4 avis dont on parle là. Oui, on est d'accord, c'est du boulot. Je suis à 139 actuellement. Et sachant que le vrai switch, quand je me suis installé, il y avait une diététicienne qui était à plus de 65 avis, quelque chose comme ça. Et moi, mon but, clairement, c'était de la dépasser, hein. Là, c'est vraiment requin, hein. C'était mon but, c'était de la dépasser, parce qu'en plus, c'était une diète dont je sais qu'elle ne travaille vraiment pas bien et désagréable avec les patients. Je tairai son nom, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment pas une bonne diététicienne, on peut le dire sans souci. Et mon but, c'était de la dépasser et ça m'a aussi motivé d'avoir des retours patients de elle parce que les retours patients étaient tellement mauvais que ça m'agaçait et ça m'a nourri d'une certaine forme à vouloir dépasser pour donner plus de visibilité parce que je sais que je travaillais mieux qu'elle et c'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est juste que bon, on est agréable avec les patients quoi. Il y en a, ils le sont pas. Voilà. Et du coup, j'ai senti le switch où effectivement, je faisais partie des diètes qui étaient les mieux notées de ma région. En fait, en plus sur Toulouse, je sais qu'il y a beaucoup de diètes. Donc, il y a beaucoup de choix pour les patients. Mais c'est vrai que du coup, pour sortir un peu la tête de la mêlée, bah, les avis, c'est un super levier. Exactement. Carrément. Et franchement, bon, moi, j'en ai pas autant que toi, je crois que j'en ai 26. Et Après, on n'est mine de pas rien, installé depuis le même temps. C'est mine de normal. rien, et puis moi, j'ai d'autres rapports patients, enfin, je suis remplie aussi, et c'est pas forcément par les avis, mais je pense que je compte pas une semaine sans qu'on me dise je vous ai cherché, enfin j'ai cherché diététicien, j'ai vu vos avis et je suis venue. Parce que même si Oui, j'en ai pas 130, les gens ont vraiment mis des trucs sympas, donc merci à oui, eux. Et du coup ça motive parce qu'il y a tellement de professionnels de santé malheureusement ou grossophobes ou paternalistes ou enfin quoi qu'il en soit pas sympa et mm, moi-même j'ai des très mauvaises expériences avec des pros de santé. Et en fait, c'est tellement difficile et tellement violent qu'on n'a pas envie de ça, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Et en plus, dites-vous que c'est un point de chute. Tout comme Doctolib peut être un point de chute pour vos patients, Google peut être un point de chute pour vos patients. C'est-à-dire que même si je suis patient, je traîne sur les réseaux, je vois un podcast de Garance pour quelqu'un ou une vidéo sur l'endo de Garance, etc. Je suis intéressé. Elle va taper quoi? Elle va aller voir son profil et puis après, elle va taper Ah, Garance Neigeon sur Internet et elle va tomber sur les avis. En fait, c'est vraiment des points de chute, comme Doctolib est un point de chute. Doctolib est un point de chute pour vos formations, pour ça, pour vos disponibilités, vos contacts. C'est des points de chute qu'il faut chouchouter. La plateforme de réservation et la page Google, c'est des points de chute les hyper bases. importants. C'est des vitrines. Ouais, Mm, mm. exactement. Parfait. Ben, on est bon pour ce dernier top et flop. On va passer du coup à la prochaine rubrique. C'est la rubrique SAV du diète. On est parti. On est parti pour la première rubrique de cette fin de podcast. C'est le SAV du diète où on va répondre à vos questions. La première question qu'on a eue, c'est j'aimerais me spécialiser en hormonologie. Est-ce que vous avez des recommandations de formation, s'il vous plaît? Je vais laisser Garance répondre à cette question et moi je ferai la seconde. Alors, oui, tout à fait, on a des recommandations comme on s'est nous-mêmes formés en hormonologie. La première, en tout cas, pour moi, celle qui est vraiment d'une énorme qualité, c'est celle de DFM Formation, donc hormonopratique. Le seul petit bémol pour les diètes tout venant, c'est qu'en fait, il faut être formé en micronutrition avant. Parce qu'elle est très très dure, c'est vraiment une formation de 4 jours très intense. Et si on n'a pas de base, en fait, c'est pas possible. Donc avant, il faut avoir fait une formation, donc soit un DU de micronutrition, soit DFM font eux-mêmes un cursus de micronutrition assez long. Bah, duo pratique, tu l'as fait, Florian, il me Ouais, semble. exactement. C'est qu'il y a un grand nombre de prérequis pour la formation hormonopratique. Donc, ils exigent une formation complète en micronutrition, donc un DU comme Garance ou le cursus duopratique que j'ai pu faire, qui est très Mm, mm. complet, qui est très chouette. On s'éloigne de la diète un peu quand même
dans une certaine mesure. Après, c'est beaucoup du fonctionnel du coup, donc on est quand même sur de la santé, du scientifique, etc. Faut ressortir les cours de bioche, quoi. Mais en gros, c'est vraiment une formation qui est hyper complète hormonopratique. On parle de tous les Ouais. sujets. On va parler de thyroïde, on va parler de pathologie féminine, on va parler d'immuno, enfin, on parle de plein de sujets, quoi. Donc c'est très complet. Ouais. Je suis d'accord avec ta recommandation. Et dans une petite moindre mesure, nous, dans les formations qu'on fait pour l'académie, on essaie quand même de mettre un peu en avant aussi tous ces sujets de compréhension quand on parle de cycle, par exemple, pour l'endométriose, on essaie de bien comprendre les hormones impliquées dans le cycle, etc. Et ouais, C'était pour le moment pub. de le mettre un peu plus simplement. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et après, vous avez Ouais, aussi de l'hormono dans d'autres formations plus complètes où il y aura des modules d'hormono. Mais là, je sais que exactement. chez DFM, nous, on a fait le palier hormono de 4 jours, quoi. Ouais. Bien complet. Qui est chouette, il faut s'accrocher. Moi, je le fais en e-learning, je suis encore en train de le terminer et faut s'accrocher parce que c'est dur. Ouais, il faut le digérer. Exactement. Parfait. Yes. On est Et du parti pour la coup, deuxième question. pour la deuxième question, donc on avait une question d'une diète qui nous demandait justement comment gérer quand on s'installe ou même quand on est dedans, hein, les plages d'ouverture, les créneaux. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Tu fais comment toi, Florian? Alors, bon, déjà, c'est aussi bien penser équilibre pro-perso. Donc, je pense que le premier critère que on doit poser, c'est aussi à quel moment vous n'avez pas envie de consulter. Si vous êtes plutôt du matin, plutôt de l'après-midi, ben, peut-être que déjà, ça va conditionner. Maintenant, ceci étant dit, il va y avoir aussi la contrainte un créneau ne vaut pas un autre. C'est vrai que ça va être plus dur de remplir le créneau de 9 à 10 le mardi matin que le créneau de 19h à 20h, par exemple. Il y a tous ces sujets-là qui peuvent être plus compliqués, plus complexes. Donc pour moi, sur ça, la mise en place du planning, ça va être prendre des créneaux forts. Les créneaux forts, c'est tôt le matin, 8 heures avant que les personnes aillent travailler. C'est entre midi et 14 heures quand les patients sont en pause-déj. Et ça va être aussi sur le fin de soirée, 18h, 20h, qui est un gros sujet. Il va y avoir aussi la partie samedi. Pour moi, le samedi, c'est vraiment un des jours très, très forts, euh, facile à remplir, je vais vous dire, mais c'est juste que vous allez optimiser la disponibilité des personnes parce que beaucoup plus de gens au pourcentage sont disponibles un samedi que un mardi soir, etc. Donc moi, dans ma pratique, comment j'ai organisé mon emploi du temps? Déjà, j'ai réfléchi à combien de temps je voulais passer au cabinet. Là, actuellement, je vais y passer 32 heures dans mon cabinet actuel, étalé sur 5 journées, mais je fais à la fois un peu de matin, un peu de midi et deux. Je fais 3 soirées, par contre, jusqu'à 20 heures. Pour moi, c'est indispensable d'avoir ces soirées-là, quand même, je pense, parce que c'est quand même des créneaux forts. Je fais 2 entre midi et deux, je fais le samedi matin. Ça me permet d'avoir une pluralité de créneaux où je maximise un petit peu les disponibilités des patients. Et c'est vrai que j'essaie de faire plutôt des grosses demi-journées que des grosses journées du 8h-20h. C'est vrai que moi, le 8h-20h, je l'ai éprouvé et j'ai trouvé ça dur, vraiment, de faire 8h-20h, de faire 12-13 consultations. Moi, c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, c'est trop dur. Donc, je fais maintenant maximum 8-9 consultations par journée, mais un peu mieux étalé pour moi, vraiment, bien le ressentir, on va dire. Être dans de bonnes dispositions et pas redouter les dernières consultations ou pas les faire dans le dur. Donc, voilà pour cette question. On termine donc l'épisode du jour avec nos recommandations. Comme je vous l'ai dit, 2 livres. Je laisse Garance commencer avec le sien. Présente-nous celui-ci. Yes, alors du coup Florian, moi je vais recommander ce livre, je sais pas si vous le voyez bien, moi du coup c'est à l'envers. C'est Un rien peut tout changer de James Clear ou en anglais Anatomic Habits. Donc ça je trouve que c'est un bouquin, c'est pour ça que j'en parle là, autant pertinent pour nous en tant que personne, en tant que diète, pour nos habitudes, nous driver, quelle routine je mets en place, vu que comme on disait au début, on fait tous les métiers en un en tant qu'auto-entrepreneur, comment on garde des bonnes habitudes et comment on optimise son travail. Mais moi, ça m'a aussi permis de donner beaucoup de clés aux patients pour qu'ils puissent justement se focaliser sur leurs actions et moins sur leurs objectifs. Il y a pas mal de comment dire d'images, de métaphores dans le livre, de plans, de petits exercices. Voilà, il y a des petits tableaux, etc., des petites matrices
Enfin, voilà, il est vraiment complet, autant pour nous en tant qu'auto-entrepreneur diète, et autant que pour donner des petites clés à nos patients. Tu vois, par exemple, vraiment l'idée des 1% d'amélioration, de changement, là où souvent ils ont des exigences élevées. C'est super Mm. intéressant de leur donner un reflet. Je l'ai même des fois conseillé à des patientes qui l'ont acheté et qui ont adoré. Donc voilà, je sais pas si Ok, tu l'as lu. super. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est un livre dans l'entrepreneuriat qui tourne beaucoup, quoi, qui est beaucoup cité, etc. Donc, c'est un peu un livre LinkedIn, entre guillemets, tu vois, qui est très dans cette vibe-là d'entrepreneur, d'optimisation, etc. Donc, Yes. oui, je vois totalement, mais j'ai que des bons retours, donc il faudra que je le lise un jour, Je te le effectivement. prêterai. Je te le prêterai. Parfait, ça me Et va. toi, Florian, parle-nous de ton... Euh, du coup, moi, je vais rester aussi dans une question un peu d'optimisation. Du coup, le livre que je vais vous conseiller, il vaut autant pour vous que pour vos patients. Il y a autant des tips et des outils que aussi une certaine philosophie. Ce livre, il s'appelle "Ce livre vous fera gagner du temps". Donc déjà, bon, il y a une promesse, hein, c'est que il est utile à quelque chose, hein, pour le coup. C'est un livre de Fabien Olicard. Alors, hormis, je pense, si vous voyez pas qui c'est, Fabien Olicard, c'est un gars qui est mentaliste, entrepreneur, auteur et créatif. Je lis la dernière de couverture, qui a beaucoup d'abonnés, mais qui parle vraiment de plein d'outils aussi dans la gestion du quotidien. C'est pas son premier livre. Il a fait Votre temps est infini, etc. Mais ce que je retiens de ce livre, c'est que il y a des outils pratiques. Par exemple, je vous donne un exemple d'un que moi j'utilise au quotidien. On est beaucoup on a beaucoup d'afflux de notifications, de tâches, un message patient, quelque chose, voilà, il y a plein de choses. C'est la règle des 120 secondes. Si cette tâche qui s'ajoute vous prend moins de 120 secondes, faites-la de suite. Ça, c'est vraiment un tip que j'essaye de faire au quotidien. Par exemple, voilà, avec Garance, il faut qu'on fasse un mail pour tel prestataire ou quoi. Bon, mais je le ferai quand j'aurai 2 minutes. Attends, combien de temps ça va me prendre? 2 minutes? Bon, ben du coup, je vais le faire maintenant. Comme ça, je me l'enlève de la tête. Et ça, c'est vrai que c'est un tip qu'on peut avoir au quotidien. Donc, il y a vraiment plein de choses sur le temps, sur comment faire du time blocking dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment faire des moments où on fait telle tâche, etc. J'en parle beaucoup aux patients. Par exemple, sur le batch cooking, de prendre 2 heures dans un temps faible, un temps où on a du temps, pour faire des choses qui nous font gagner du temps derrière. Donc, il y a ça. Et sur l'aspect psychologique, alors, il faut pas avoir l'esprit glauque dans ce que je vais dire, mais il parle beaucoup du memento mori, à savoir souviens-toi que tu vas mourir. Alors ça peut être très glauque comme ça, mais je trouve que c'est un bon levier pour faire certaines choses. Par exemple, là on crée un podcast, super. On aurait pu avoir des peurs et des freins qu'on a évidemment un petit peu eu, des peurs de légitimité, des peurs de temps, des peurs. On peut avoir plein de peurs à l'idée de faire un projet, une action. Et c'est vrai qu'en se souvenant que si on le fait pas, personne va le faire à notre place et qu'en plus notre temps est compté, quoi, que pour le coup, que notre temps doit se valoriser, c'est vrai que faire ce podcast, moi je trouve que c'est hyper inspirant pour nous, pour vous, donc c'est un temps qui a de la valeur et du coup ça nous pousse à l'action. Et je trouve que toute cette philosophie, elle est hyper intéressante et ça vaut pour les patients. Par exemple, juste dans le bien vieillir, moi je l'amène beaucoup en consultation, le bien vieillir. Ceux qui sont très pressés à perdre du poids, qui ont un mariage dans 2 mois et qui veulent absolument rentrer dans tel vêtement, très bien, c'est une motivation, mais moi j'essaie de les amener sur une motivation beaucoup plus grande. Prendre soin de leur santé, aller plus loin, bien vieillir. Ça, c'est des objectifs qui relativisent beaucoup de choses aussi à l'échelle de notre travail, de coaching, de diète, etc. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui contient beaucoup de tips, etc., autant dans l'organisation, mais aussi un peu dans la philosophie de ce qu'est le temps. Pour ceux qui ont l'impression de courir après le temps, c'est bien parfois de faire pause et de se souvenir qu'on n'en a pas forcément beaucoup. Eh bien, je vais l'acheter donc. Ou tu me le prêteras. Parfait. Je te le prêterai, on fera un échange. Ça me va très bien. Très bien. Donc voilà pour nos recommandations d'aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des recos, hein. Nous, on est preneurs, hein, de choses, de sujets, etc. Donnez-nous vos tips. On vous donne nos tips. N'hésitez On pas à nous prend. donner les vôtres. Voilà. Donc voilà pour les recommandations d'aujourd'hui. On conclut donc cet épisode, ce premier épisode complet de Entre Diètes. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Je pense que Garance aussi. Pareil. Ouais, c'est super. On espère en tout cas que ce premier épisode, vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, j'ai eu l'idée de ce podcast et je l'ai partagé de suite avec Garance, avec une idée en imaginant ce qu'on aurait voulu avoir quand on s'est lancé il y a 7 ans en libéral.
Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi avec l'organisme de formation, avec l'académie. On voulait créer des formations qu'on aurait aimé avoir. La première fois qu'on a reçu un ou une patiente avec une pathologie ou un blocage, etc., d'avoir des choses pratiques, c'est ce podcast, c'est notre organisme. On essaie d'élever aussi le métier de diète avec ça et on essaie de vous aider au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un bon 5 étoiles, pas moins, hein, parce qu'on vous voit. Les 4 étoiles, c'est pas OK, hein, c'est comme pour les patients, c'est 5 étoiles. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux. Donc pour Garance, vous avez Garance Diète sur Instagram. Pour moi-même, qu'est-ce qu'on bouffe. Et pour l'académie, vous avez Académie Nutrition. Ce podcast est pour l'académie aussi, donc on n'hésitera pas à mettre des extraits. N'hésitez pas du coup à nous poser vos questions pour le SAV, à nous donner vos recommandations, à nous dire ce que vous en pensez, à vous faire vos retours, voir si vous avez aussi des invités que vous aimeriez bien voir à nos micros. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 dans 15 jours. On va aborder dans cet épisode les peurs qu'on a, les freins pour s'installer en libéral et essayer de voir comment on peut les faire sauter ou à minima peut-être vous rassurer. Voilà, donc on se retrouve dans 15 jours pour notre prochain épisode. On vous souhaite une bonne matinée, un bon sport, une bonne journée, un bon repas, une bonne soirée, peu importe le moment auquel vous l'écoutez. C'était le premier épisode d'Entre Diète et on se retrouve dans 2 semaines. À plus.